Martha annonce à sa maman qu'elle a rendez-vous avec un garçon rencontré en ligne, mais après ce message, Martha ne donnera plus jamais aucun signe de vie. La maman de Martha se lance dans un combat acharné pour retrouver sa fille, mais elle ne s'attend absolument pas à ce qu'elle va découvrir. Je vais vous raconter son histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans la ville de Valence, en Espagne, qui est la 3e ville la plus peuplée du pays derrière Madrid et Barcelone. C'est une ville qui se situe à l'est du pays et qui est une destination prisée des touristes avec tout un tas de monuments et autres attractions intéressantes, comme la Loge de Soie ou les fêtes de rue, qui sont classées au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, mais également des musées, le Micallet, la cathédrale Sainte-Marie, les tours de Serranos et bien sûr, on n'oublie pas sa situation au bord de la mer Méditerranée et son climat qui est plutôt agréable pour les visiteurs. Nous sommes en 2019 et c'est dans cette superbe ville que vit Martha Calvo, une jeune femme de 25 ans. Elle est l'aînée d'une fratrie de 3, elle a un petit frère et une petite sœur. Son papa travaille dans le bâtiment et sa maman, Marisol, dont on va beaucoup parler dans cette histoire, travaille comme responsable des stocks dans un supermarché. Martha est une jeune femme solaire, positive, pacifique et qui vit intensément. Martha a énormément d'amis, tout le monde a envie d'être amie avec elle tant elle apporte de la bonne humeur et elle travaille dans l'hôtellerie. Mais elle a prévu une reconversion professionnelle. Martha, c'est une jeune fille qui est passionnée par tout ce qui est esthétique. Elle ne sort jamais de chez elle sans être impeccable de la tête aux pieds jusqu'au bout des ongles. Et justement, elle a comme projet d'ouvrir une onglerie avec sa maman Marisol. Elles sont très fusionnelles et elles ont très envie de réaliser ce projet toutes les deux. Quand je dis qu'elles sont fusionnelles, c'est peu de le dire puisqu'elles s'envoient une centaine de messages par jour. Et elles s'appellent également 2-3 fois par jour. Donc c'est vraiment énorme, mais elles ne peuvent pas se passer l'une de l'autre, elles se racontent tout. Et c'est pour cela que leur projet d'ouvrir une entreprise ensemble les ravit. Tout est prêt, et il ne leur reste plus qu'à signer le bail du local. Et c'est prévu pour le 7 novembre 2019. Donc elles ont hâte de signer ce document. Mais le jour où elles doivent se retrouver, Martha envoie un message à sa maman pour lui dire que finalement, elle ne pourra pas venir signer le bail avec elle parce qu'elle a rendez-vous avec un garçon. Par conséquent, Marisol ne s'inquiète pas de ne pas avoir de nouvelles de sa fille ce jour-là et ce soir-là. Elle la laisse tranquille, s'amuser avec ce garçon. Et de toute façon, Martha, qui sait que sa mère est protectrice et qu'elle va s'inquiéter, lui a envoyé sa localisation. Donc Marisol sait où se trouve sa fille. Le lendemain matin, Marisol se lève tôt car elle travaille. Et elle ne s'inquiète toujours pas de ne pas avoir reçu de nouvelles de sa fille. Elle se dit qu'elle s'est simplement couchée tard, qu'elle va également se lever tard, donc elle hésite à l'appeler, mais il est 6h du matin, donc elle se dit non, je vais pas abuser, je vais la réveiller. Laissons-la tranquille, et ce n'est que lors de sa pause du midi qu'elle décide d'envoyer un petit message à Martha pour voir si tout va bien. Mais là, il se passe quelque chose de bizarre, c'est que Martha ne reçoit pas son message. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec WhatsApp, quand vous envoyez un message, il y a d'abord une coche pour dire que le message a bien été envoyé. Ensuite, il y a une deuxième coche qui apparaît quand le message a bien été reçu. Et quand la personne a lu le message, les deux coches qui étaient grises deviennent bleues. Or, là, il y a toujours une coche. Donc pour dire que le message a bien été envoyé, mais que le destinataire ne l'a pas reçu, comme s'il n'avait pas de réseau. Elle tente alors d'appeler sa fille, et là, elle tombe sur un message bizarre qui lui dit que son appel ne peut pas aboutir, car il y a un problème de réseau. Bon, elle se dit que sa fille est certainement quelque part où ce n'est pas couvert par le réseau téléphonique, donc elle ne s'inquiète toujours pas trop, et elle retente en début d'après-midi, mais c'est toujours la même chose. Ces messages ne sont pas reçus par Martha, et ces appels ne peuvent pas aboutir. Là, elle commence un petit peu à stresser, mais elle se dit toujours que Martha doit dormir. Parfois, quand on a fait vraiment une grosse soirée et qu'on s'est couché au lever du jour, on se lève dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, ça peut arriver. Donc elle se dit que c'est ça qui a dû arriver, sa fille dort. Mais quand même, au fur et à mesure que les heures passent, elle commence à se dire que Martha doit être réveillée et elle commence à s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles. Mais son hypothèse, c'est que Martha a perdu son téléphone, c'est une jeune femme
étourdi, qui égare souvent ses affaires. Alors elle se dit qu'elle a dû perdre son téléphone, mais son inquiétude est teintée d'agacement. Parce qu'elle se dit, quand même, elle aurait pu emprunter le téléphone de quelqu'un pour me rassurer. Elle aurait pu trouver une solution pour me donner des nouvelles. Martha me connaît, elle sait que je suis une maman inquiète, protectrice. C'est pas sympa de sa part. Donc elle commence un peu à être énervée contre sa fille et en même temps stressée. Elle est toujours dans cet état d'esprit quand elle se couche le soir et elle est obligée de passer la nuit la boule au ventre parce que même si elle est persuadée que sa fille a tout simplement perdu son téléphone, évidemment, en tant que maman, elle ne peut pas s'empêcher quand même de stresser. Donc, ce qu'elle fait, c'est que dès le lendemain matin, elle se lève très tôt pour pouvoir profiter du temps qu'elle a avant le travail pour aller dans l'appartement de sa fille qui vit donc à Valence. Elle a les clés, le double de clés de l'appartement, donc elle va carrément dans l'appartement. Et là, elle découvre que l'appartement de sa fille est vide, tout est normal, toutes les affaires sont toujours à la même place que d'habitude, mais sa fille ne s'y trouve pas. Elle est contrainte de se rendre au travail après cette découverte et elle passe la journée à être super mal et à ne penser qu'à une chose, à Martha. Elle n'a qu'une envie, c'est que la journée se termine pour pouvoir aller chercher sa fille, trouver des réponses. Où est Martha ? Pourquoi est-ce qu'elle ne lui donne plus de nouvelles ? Et à 18h, dès qu'elle peut, elle quitte le travail, elle regarde la localisation que sa fille lui avait envoyée sur WhatsApp au moment de sa soirée avec ce garçon, et elle décide de s'y rendre. Sa fille s'était rendue dans la ville de Manuel, donc elle n'était pas à Valence. Elle était dans cette ville qui se situe à 1 heure au sud de Valence, donc quand même assez loin, et quand Marisol arrive dans la rue indiquée, elle trouve bien le numéro 9 de la rue, là où sa fille donc s'est rendue, et elle est rassurée car elle voit qu'il y a des lumières allumées dans la maison. Donc elle se dit que sa fille doit encore se trouver là. Et comme elle le pensait, elle a égaré son téléphone. Elle n'a pas pensé à lui donner des nouvelles parce qu'elle était prise dans ses aventures de jeune femme. Donc là, au final, elle est un peu rassurée et elle est surtout énervée. Elle se dit qu'elle va faire la morale à sa fille et lui dire de ne plus jamais lui faire ça, qu'elle a énormément stressé. Et elle a quand même hâte de la prendre dans ses bras et de la retrouver, vous voyez. Mais elle toque à la porte et personne ne lui répond. Marisol discute alors avec des voisins pour savoir s'ils ont des informations sur sa fille, s'ils l'ont croisée dans la rue, est-ce qu'ils savent qui habite à cette adresse, et ils sont en train de lui répondre quand soudain la porte de la maison s'ouvre. Et un homme apparaît sur le seuil. Marisol se précipite aux côtés de cet homme et elle lui demande immédiatement où se trouve sa fille, Martha Calvo. Et l'homme lui répond qu'il ne connaît personne qui s'appelle comme ça. C'est un homme qui a la trentaine et qui ne lui fait pas mauvaise impression. Il est plutôt propre sur lui, il présente bien, il a l'air plutôt sympathique et il n'a pas l'air effrayant ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même assez bizarre puisque la localisation que Martha lui a envoyée, c'est exactement celle-ci. Marisol a confiance en sa fille, elle sait que si elle lui a envoyé l'adresse de cette maison, c'est qu'elle se trouvait dans cette maison. Mais l'homme continue à nier, elle a beau insister, il continue de dire qu'il ne connaît pas de Martha et que sa fille n'est jamais venue chez lui. À mesure que Marisol presse cet homme de questions, elle remarque qu'il se met à stresser. Il a le regard fuyant, il est mal à l'aise, il essaye d'éviter de répondre à ses questions et soudain il lui dit qu'il va devoir écourter leur conversation car il doit se rendre au travail et qu'avant il a besoin de se préparer, de prendre une petite douche. Donc Marisol lui répond « Écoutez, j'ai confiance en ma fille, ce n'est pas une menteuse. Si elle m'a dit qu'elle se trouvait là, c'est qu'elle y était. Donc je vais être obligée de prévenir la police. » Et l'homme lui répond tout simplement « Faites ce que vous avez à faire. » C'est à ce moment-là que Marisol commence vraiment à paniquer. Jusque-là, elle trouvait des réponses, elle essayait de se rassurer comme elle pouvait, mais là, elle n'y arrive plus. Elle se dit que c'est sûr et certain qu'il est arrivé malheur à sa fille. Marisol passe une seconde nuit d'angoisse et dès le lendemain matin, le samedi 9 novembre 2019, elle se précipite auprès de la police nationale de Valence pour déclarer la disparition de sa fille. Elle explique au policier qui la reçoit ce qui s'est passé et le policier lui répond qu'il ne peut rien faire car Martha est majeure. Elle vit seule, elle n'a pas de compte à rendre à ses parents, c'est le week-end, donc clairement,
Ça ne sert à rien de déclarer sa disparition un samedi. Autant attendre le lundi, et là oui, si elle s'est pas rendue au travail, etc., ça commence à être suspect, mais le fait qu'une femme de 25 ans ne raconte pas à ses parents ce qu'elle fait de son week-end, ce n'est pas étonnant. Donc Marisol insiste, et elle insiste tellement que le policier finit par lui dire « Ok, c'est bon, je vais prendre votre déposition », mais il écrit que 7 lignes au total, donc vraiment un tout petit texte, et elle sent bien qu'il fait ça plus pour lui faire plaisir que parce qu'il prend les choses au sérieux et qu'il a l'intention d'enquêter. Donc elle est vraiment pas rassurée. Marisol se sent seule et désespérée. Donc le lundi 11 novembre, ne sachant que faire, elle décide de retourner dans la ville de Manuel, à la maison que lui avait indiquée sa fille. Elle toque à la porte, mais personne ne lui répond. Donc elle décide d'aller voir la Guardia Civile de la ville de Manuel. La Guardia Civile, c'est l'équivalent de notre gendarmerie nationale pour les Français. C'est la police, quoi. Donc elle se rend à la Guardia Civile et elle décide de déclarer à nouveau la disparition de sa fille, mais auprès de la Guardia Civile, on ne sait jamais, peut-être qu'eux seront un peu plus empathiques et réceptifs à sa demande. Et effectivement, ça se passe beaucoup mieux avec la Guardia Civile, puisqu'ils lui apprennent, à sa grande surprise, que la police ne les a même pas prévenus qu'il y avait eu une disparition à Manuel. Et ils écoutent Martha parler et tout de suite, ils sont très inquiets. Et en fait, ils sont tellement inquiets que dès le début de l'enquête, ils ne recherchent pas Martha vivante. Ils sont persuadés qu'il s'agit d'un meurtre. En effet, le profil du locataire de la maison en question est plutôt inquiétant puisqu'il s'agit d'un gros narcotrafiquant d'origine colombienne qui a plusieurs condamnations à son actif. Alors certes, ce sont toujours des condamnations pour des délits autour de la drogue, mais ça reste quand même quelqu'un qui fait partie d'un gros cartel et personne n'aimerait savoir que la dernière personne à avoir vu sa fille vivante est ce type. Il s'appelle Jorge Ignacio Palma et il a 37 ans. Alors, vous ne m'en voudrez pas, je vais franciser son nom et l'appeler Georges plutôt que Jorge, parce que je vous avoue que c'est un enfer à prononcer pour moi ce prénom, je suis désolée. Donc on va l'appeler Georges. Et donc Georges vient tout droit de Colombie. Et il est venu en Espagne dans le simple et unique but de vendre de la drogue. Il est arrêté une première fois en 2004. Et au cours de son interrogatoire, il avoue qu'il a été missionné pour transporter de la drogue depuis Algeciras jusqu'à la ville de Llerena et il prend 3 ans pour cela. Il est ensuite arrêté en Italie avec 25 autres personnes. Ça vous montre à quel point il fait partie d'un gros cartel. Et il a été arrêté là-bas après avoir été retrouvé en possession de 9 kilos de cocaïne. Il fait également une peine de prison là-bas en Italie, puis dès qu'il est libre, il revient en Espagne et il est arrêté une nouvelle fois, cette fois dans la ville de Pamplona, en possession de 300 grammes de cocaïne. Et étonnamment, malgré le fait qu'il s'agisse d'un récidiviste qui en plus séjourne de manière illégale en Espagne, eh bien il est libéré sous caution et il peut rester en Espagne tranquillement à continuer sa petite vie de trafiquant. Georges est bien évidemment le suspect numéro 1 dans la disparition de Martha. Le problème, c'est que lui aussi a disparu. Bon, dans son cas à lui, c'est volontaire. En fait, il a pris la fuite juste après le passage de Marisol. Il sentait que ça chauffait un peu pour ses fesses, donc il a préféré partir se cacher. Les policiers en profitent pour fouiller sa maison et ils retrouvent bien de l'ADN appartenant à Martha, notamment dans le lit de Georges. Ils retrouvent également le téléphone de Martha qui est caché dans la maison de Georges, mais malheureusement aucune trace de la jeune femme. Les policiers cherchent alors Martha un peu partout dans Manuel et aux alentours, tout en tentant de retrouver la trace de Georges. C'est très compliqué de les retrouver tous les deux, mais le 4 décembre 2019, ils ont une surprise quand Georges se présente de lui-même au commissariat et décide de se rendre. Il explique qu'il vient de passer donc quasiment 1 mois à se cacher dans des maisons abandonnées pour essayer d'échapper à la police, mais c'est probablement faux, puisqu'il est arrivé au commissariat très propre, avec des vêtements propres, repassés, parfumés, et avec une montre de luxe au poignet, ainsi que la somme de 3 000 € en espèces dans les poches. Donc ça paraît quand même assez invraisemblable qu'il était en train de squatter une maison abandonnée pendant tout ce temps. Il a plutôt été hébergé par quelqu'un et n'a pas voulu donner son nom, en tout cas, c'est l'hypothèse de la police. Mais bon, en soi, ce que Georges a fait pendant sa cavale et où il a dormi, on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse, c'est Martha. Et Georges déclare qu'il sait ce qui lui est arrivé et qu'il va tout raconter. Je vais vous dire donc ce qu'il a raconté aux policiers. Je précise que c'est sa version des faits.
vous allez voir que tout n'est pas vrai. Donc ce qu'il raconte, c'est qu'il a contacté Marta afin d'avoir des rapports sexuels avec elle et qu'il lui a proposé de participer à une Fiesta Blanca. Donc Fiesta Blanca, c'est un rapport sexuel qui consiste à s'amuser avec de la cocaïne pendant le rapport sexuel. Bon, ça peut être s'amuser de plein de façons, par exemple en mettant de la cocaïne sur le corps de son ou sa partenaire pour la sniffer, ce genre de choses. Et il dit donc que le rapport est détarifé et que Marta était tout à fait consentante pour participer à cette fameuse Fiesta Blanca et qu'elle a apporté sa propre cocaïne sur place. Une fois sur place, ils s'amusent un peu tous les deux, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis, fatigués, ils s'endorment, l'un à côté de l'autre, dans le lit de Georges. Mais à son réveil le matin, Georges constate avec effroi que le corps de Marta est froid, et qu'elle est morte d'une overdose pendant la nuit. Il est sous le choc, complètement paniqué. Il ne sait pas quoi faire, et il envisage même, pendant un temps, de se donner la mort. Mais finalement, il se ressaisit et il se dit que la meilleure chose à faire est de se débarrasser du corps de Marta, car il a peur de retourner en prison, que la police sache qu'il y avait de la cocaïne chez lui, etc. Il ne veut pas tenter le diable. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va cacher le corps de Marta quelque part pour qu'on ne la retrouve jamais, essayer de bien nettoyer toute la maison et qu'on ne sache pas ce qu'il s'est passé. Donc, il se dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le corps de Marta, je vais l'enrouler dans un tapis ou le mettre dans un grand sac, et puis je vais le mettre dans ma voiture et je vais aller le cacher. Mais après, il se dit qu'en fait, c'est pas une très bonne idée puisqu'il vit dans une petite rue avec pas mal de maisons, donc il y a trop de risques que les voisins le voient faire, et s'ils le voient en train de charger quelque chose qui ressemble à un corps dans sa voiture, bon, c'est un peu suspect. Donc il change d'avis et décide que le mieux, c'est de démembrer Marta. Donc il va acheter 2 scies, des sacs plastiques, des sacs poubelles en plastique. Il achète également des produits chimiques, notamment des produits nettoyants. Et puis il rentre chez lui et il démembre la pauvre Marta. Il explique qu'il a fait ça dans la salle de bain, dans la douche, et qu'ensuite il a mis chaque partie du corps dans un sac distinct et qu'il est allé les jeter dans des poubelles différentes un peu partout dans Valence. À partir de ce témoignage, les policiers se lancent dans des recherches énormes. La première chose qu'ils font, c'est de faire fermer la décharge de Valence dans laquelle les sacs ont dû être envoyés pour essayer de les retrouver. Mais c'est un travail monumental, une décharge, c'est des montagnes de sacs poubelles, de détritus. C'est impossible d'envoyer des chiens parce qu'il y a tellement d'odeurs qu'ils vont jamais retrouver le cadavre. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire à main nue en ouvrant tous les sacs poubelles, etc. Donc vous imaginez la masse de travail que ça représente, surtout qu'on est 1 mois après les faits. Donc ça n'aide pas. Et ce qu'ils font également, c'est qu'ils retournent chez Georges, maintenant qu'ils ont les informations, pour essayer de trouver d'autres preuves. Donc ils vont dans la salle de bain, puisqu'il dit que le démembrement s'est déroulé là, dans la douche, et ils décident de chercher la moindre preuve qu'ils peuvent trouver. Ils passent toute la salle de bain au luminol. Ils examinent la douche, mais millimètre par millimètre. Vraiment, ils ont passé 12 heures au total dans la salle de bain, pour vous dire. Ils démontent le sol, ils démontent tout le sol, ils enlèvent tout le carrelage, etc. pour accéder aux canalisations. Et ils regardent les tuyaux, là encore, millimètre par millimètre. Est-ce qu'il y a un petit poil, un petit truc, un petit bout de peau, un petit ADN, une petite goutte de sang? Ils sont à la recherche de tout et n'importe quoi. Ils envoient tout à analyser. Et ça ne donne rien. Rien du tout. Il n'y a pas une seule trace de Marta dans cette salle de bain. Sachez que c'est impossible de démembrer quelqu'un dans une douche ou dans une baignoire et qu'on n'en retrouve pas une seule trace. Impossible. En fait, ce qu'il se passe, c'est que lors du démembrement, il y a énormément de sang qui coule, de fluides, de matière organique, etc. Et certaines surfaces sont poreuses. C'est-à-dire que même si vous faites un grand nettoyage et qu'à l'œil nu, vous ne voyez plus de sang, la matière, la surface a aspirer un peu de sang. Vous voyez, ça s'est imbibé dedans. Donc, la police, avec le luminol, est censée quand même retrouver cette trace de sang. Or là, vraiment, il n'y a rien. Donc, déjà, il y a ça qui fait que les policiers pensent que Marta n'a jamais été démembrée, ou en tout cas pas à cet endroit. Il y a aussi le fait que sur le pantalon que portait Georges au moment des faits, ils ont bien retrouvé une trace de sang appartenant à Marta, mais une petite trace de sang. Ça pourrait correspondre, pour vous donner un peu une idée de la quantité de sang, à quelqu'un qui saigne du nez. Voilà, rien de plus. Un démembrement, on parle quand même
de litres de sang qui coulent, quoi. C'est bien plus sanglant que ça, donc il aurait dû se retrouver couvert de sang. Ça paraît assez invraisemblable qu'il ait réussi à faire ça en restant propre. Autre détail glauque, quand il donne son témoignage, George explique qu'au moment où il se rend compte que Martha est morte à ses côtés, elle est déjà en état de rigidité cadavérique. Donc, quand on est en état de rigidité cadavérique, le corps est tout droit et impossible à plier. Or, il raconte qu'il l'a passé dans la douche et les experts expliquent que c'est impossible de passer un corps d'1m70 rigide dans la douche parce qu'il y a une espèce de virage à faire qui est impossible à faire avec le corps. Donc là encore, c'est compliqué de croire à son témoignage. Alors oui, bien sûr, il a quand même acheté du matériel, comme je vous l'ai dit, des scies, des sacs poubelles, etc. Donc la théorie de la police, c'est qu'il a effectivement pensé à démembrer Martha, mais qu'au final, il ne l'a pas fait. Il a peut-être commencé, donc à scier un peu le corps, c'est horrible, mais en fait, il s'est rendu compte de la difficulté que ça représentait et il a laissé tomber. Ça expliquerait donc qu'il ait eu un peu de sang sur son pantalon. Autre indice qui va en ce sens, il avait acheté des produits nettoyants, etc. Mais les produits ont été retrouvés neufs sous l'évier, ils n'ont même pas été utilisés. Donc ce que pensent les policiers, c'est tout simplement qu'il aurait appelé des amis narcotrafiquants à l'aide. Il connaît plein de gens qui sont dans la criminalité, qui n'auraient pas eu peur de lui dire « Ok, on va t'aider, on va te donner des conseils, etc. » Donc il pense que c'est ce qu'il a fait, il a dû appeler des amis, leur demander comment faire pour se débarrasser du corps, et il l'aurait aidé. Mais on ne sait pas comment. Donc finalement, cette histoire de démembrement, ça serait simplement une façon pour George de faire du mal aux proches de Martha, puisque forcément, c'est absolument abominable de se dire que quelqu'un a fait ça au corps d'une personne qu'on aime. Et puis, c'est également un moyen de mettre la police sur une fausse piste, et en plus, une fausse piste qui leur demande beaucoup de travail et d'énergie, et qui les éloigne donc de l'enquête. Du coup, avec tout ça, on a bien le suspect numéro 1 qui est envoyé derrière les barreaux, mais toujours aucune trace de Martha et aucune idée de ce qui a bien pu lui arriver. Les policiers restent assez discrets concernant l'affaire, ils ne souhaitent pas révéler au public tout ce qu'ils ont découvert lors de leur enquête, mais ils acceptent quand même que les journalistes diffusent une photo de George pour montrer à tout le monde que ça y est, quelqu'un a été arrêté et que c'est le suspect numéro 1 dans l'affaire Martha Calvo. Donc c'est ce que font les médias, ils diffusent la photo de Jorge Ignacio Palma, et là, ça a l'effet d'une bombe. En effet, plusieurs femmes reconnaissent George. Elles se souviennent toutes d'avoir vécu une expérience absolument traumatisante avec cet homme, et elles se rendent compte finalement qu'avec ce qui est arrivé à Martha, elles aussi ont échappé au pire. Elles aussi auraient pu finir mortes. Toutes ces femmes ont un point commun, c'est qu'elles sont toutes des prostituées. Alors, pas forcément comme activité principale, certaines d'entre elles font ça à plein temps, mais d'autres font ça de manière occasionnelle, un peu plus comme de l'escorting, vous voyez, elles ont leur métier, leur vie tout à fait normale, et puis de temps en temps, elles acceptent une petite prestation. Voilà, donc c'est leur point commun et elles ont toutes vécu une expérience similaire avec George. Je ne vais pas vous rapporter tous les témoignages puisque ces femmes sont plutôt nombreuses et que les témoignages se ressemblent. Donc j'en ai pris un, j'en ai choisi un qui est celui d'une femme qui est maman de 4 enfants, qui s'appelle Erinia, enfin c'est un pseudonyme puisqu'elle souhaite garder son identité secrète. Et Erinia raconte un petit peu sa vie et comment elle en est arrivée à rencontrer George. Donc je vous partage ce témoignage. Erinia a 17 ans quand ses parents la mettent à la porte. Elle se retrouve donc mineure, sans aucune ressource pour survivre, et elle tombe rapidement enceinte d'un homme qui décide de ne pas reconnaître le bébé. Donc elle se retrouve très jeune, sans aucun proche pour l'aider, et maman d'un petit bébé. Erinia décide alors de se prostituer pour subvenir aux besoins de son bébé, pour pouvoir nourrir son enfant. Une décision qui est à la base volontaire, mais elle se retrouve sous la coupe d'un proxénète, et ce qui était quelque chose de volontaire devient quelque chose de forcé, puisqu'elle ne peut plus partir. Erinia, au moment des faits, a plus de 20 ans d'expérience dans la prostitution.
Et elle explique qu'elle a rencontré Georges à 3 reprises. La première fois, tout se passe bien. Elle a des rapports sexuels avec lui comme elle pourrait en avoir avec n'importe quel client, rien de spécial à signaler. La deuxième fois qu'elle le rencontre, par contre, Georges a une requête un peu particulière. Il souhaite qu'elle consomme de la cocaïne avant le rapport. Elle refuse. Voilà, les prostituées, je vous le rappelle, ne sont pas forcées d'accepter certaines prestations. Ce n'est pas parce qu'elles acceptent des rapports tarifés qu'elles doivent tout accepter. Voilà, elles ont chacune leurs règles, donc il faut savoir accepter quand elles disent non. Mais Georges n'avait apparemment pas reçu cette information, puisqu'il pète un câble, il se met à s'énerver, mais de manière tellement violente qu'il a fait peur à Erinia. Elle dit qu'en 20 ans d'expérience, oui, elle a rencontré des gens qu'elle qualifie d'agaçants, des gens insistants, des gens alcoolisés, des gens dont elle avait envie de se débarrasser. Mais jamais, en 20 ans de carrière, elle n'a eu peur. C'est la seule fois, avec Georges. Bon, au final, heureusement, ils en restent là, chacun repart de son côté. Et puis, les semaines passent, les mois passent, Erinia a changé un peu de vie, elle a déménagé, elle est dans un nouveau logement. Elle ne pense plus du tout à cette histoire quand un client la contacte pour un rendez-vous. Et quand elle arrive au rendez-vous, elle se retrouve une nouvelle fois nez à nez avec Georges. Elle le reconnaît immédiatement, elle est très mal à l'aise, mais maintenant qu'elle est seule avec lui, elle se dit qu'elle va accepter le rapport en priant pour que ça se passe bien. Malheureusement, ça ne va pas bien se passer. Effectivement, au cours du rapport sexuel, elle sent que Georges lui introduit quelque chose dans le vagin sans lui avoir demandé son autorisation. Elle ne sait pas ce que c'est, mais elle identifie ça comme un caillou. Elle a l'impression que c'est comme un caillou de la taille d'un gros grain de raisin. Elle dit à Georges d'arrêter. Elle lui dit poliment, puisqu'évidemment, quand on est une femme et qu'on a peur, on va pas forcément s'énerver, etc. On essaye de limiter la casse. Donc elle lui dit est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, je suis pas d'accord. Donc il arrête, mais peu de temps après, il recommence. Il introduit à nouveau cette espèce de caillou dans son vagin. Donc elle se lève précipitamment puisque là, elle est prise de panique, elle a peur, puisqu'à ce moment-là, il a enfoncé plus profondément ce caillou, elle ne sait pas ce que c'est. Elle part en courant, elle est entièrement nue, elle sort de la chambre, elle ouvre la fenêtre, elle se met à crier à l'aide. Elle s'attend à ce que Georges la poursuive, la rattrape, puisqu'il est complètement terrifiant à ce moment-là. Mais quand elle se retourne, elle voit qu'il est adossé au mur et qu'il la regarde. Froidement, il ne dit rien, il l'observe. Elle comprend pas son attitude et d'un coup, elle est prise de vertige. Donc là, elle se dit, mais c'est quoi ce truc qu'il a mis dans mon corps ? Elle sort en courant du logement. Elle parvient à s'enfuir, mais là, Georges se met à lui courir après. Fort heureusement, dans la rue, elle croise une amie à elle, la coïncidence improbable. Donc elle s'agrippe à cette amie, elle lui explique ce qui s'est passé. Et là, Georges leur dit à toutes les deux, je vais vous mettre une balle dans la tête. Elles sont terrifiées, clairement, ce gars, c'est un narcotrafiquant, il est capable de les tuer. Donc elles prennent ça très au sérieux. Elles parviennent quand même à s'échapper sans qu'il ne leur arrive malheur. Mais Erinia, pour vous dire à quel point elle a eu peur, elle a carrément changé de numéro et d'adresse. Alors qu'elle venait d'emménager dans un nouvel appartement, elle l'a lâché, elle est partie ailleurs. Mais pour en revenir à cette fameuse nuit, Erinia se sent tellement mal qu'elle se rend à l'hôpital. Et là, on lui apprend que la boulette qui a été introduite dans son vagin est en fait une boulette de cocaïne d'une pureté exceptionnelle et que c'est une telle quantité de cocaïne qu'elle aurait pu mourir. Mais elle s'en est pas forcément rendue compte sur le coup, elle n'a pas pris conscience du danger finalement auquel elle a été confrontée avant de voir ce qu'il avait fait à Martha. En fait, quand elle a entendu parler du fait qu'une femme était morte et que c'était la faute de Georges, elle s'est dit, mon Dieu, ce type a essayé aussi de me tuer. Et d'ailleurs, c'est arrivé 1 semaine avant la disparition de Martha. Vous imaginez, 1 semaine avant, il s'en prenait à une autre femme. Erinia contacte la police. Et elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs femmes qui viennent spontanément voir les policiers et qui racontent à chaque fois la même chose, les mêmes faits. Ce sont des femmes qui ne se connaissent pas entre elles et on est vraiment sur le même mode opératoire à chaque fois, le même vécu. Donc là, les policiers se disent que ce sont des témoignages
très crédible. Donc ils s'intéressent aux appareils électroniques de Georges et ils essayent de retracer toutes les conversations qu'il a pu avoir avec des femmes, toutes les fois où il a vu rencontrer des prostituées, et ils se mettent à contacter toutes ces femmes pour essayer de retrouver d'autres victimes. C'est un travail assez compliqué puisque Georges changeait d'identité sans arrêt, il avait des documents d'identité falsifiés et il utilisait des téléphones prépayés, donc pareil, il changeait de numéro sans arrêt. Mais ils arrivent quand même à retrouver un total de 8 femmes qui acceptent de porter plainte contre lui et de raconter leur histoire. À chaque fois, c'est la même chose. Elles racontent toute l'introduction forcée, sans leur avoir demandé leur consentement, d'une boulette de cocaïne dans leur corps et des conséquences sur leur santé derrière. Donc des conséquences plus ou moins graves, hein. Pour Erinia, ça allait encore, mais il y a des femmes qui ont carrément perdu connaissance, qui ont fini hospitalisées. Enfin, on est vraiment sur des faits très graves. Je rappelle également que le fait de ne pas demander le consentement d'une femme pour un acte sexuel quel qu'il soit est considéré comme une agression sexuelle, ou le mot en V que je n'ai pas le droit de prononcer sur YouTube, mais vous m'avez comprise. Même si la personne a consenti à un rapport sexuel, il faut lui demander son consentement pour tout acte auquel elle n'aurait pas consenti, d'autant plus quand il s'agit d'un acte sexuel plutôt niche pour lesquels la plupart des femmes diraient non, comme le fait par exemple de la droguer sans son consentement. Toutes les femmes décrivent également un Georges qui les observe après coup et qui semble se délecter du fait de les voir perdre leurs moyens. Et à chaque fois, il restait là à les regarder alors que lui était sobre et il semblait très intéressé de les voir commencer à halluciner, puis s'évanouir, et ça semblait plutôt évident que la situation était voulue de la part de Georges. Il n'avait pas l'air étonné que ça se passe comme ça, au contraire, il avait l'air de s'y attendre, et il a même menacé de mort plusieurs de ces femmes en leur disant clairement « je vais te tuer ». Donc on sait qu'il y avait vraiment une volonté de sa part de commettre un meurtre à chaque fois. Et je vous ai parlé des femmes qui ont survécu, mais malheureusement elles n'ont pas toutes eu cette chance, puisque les policiers réussissent à trouver la trace de 2 autres femmes qui, comme Martha, n'ont pas survécu. Je vais vous parler de ces femmes rapidement. Donc la première, c'est une femme d'origine brésilienne qui a 32 ans, qui s'appelle Arliene Ramos, et qui est arrivée à l'hôpital dans un état très grave. Arliene a été agressée dans la maison close dans laquelle elle travaillait, et c'est une autre personne qui travaillait sur place qui l'a trouvée en proie à des convulsions et qui a appelé les secours. Elle a été transportée donc à l'hôpital, mais malheureusement, au bout de 9 jours d'agonie, elle est décédée. Il y a eu une autopsie et on a découvert lors de cette autopsie qu'Arliene avait un taux de cocaïne dans le sang juste hallucinant. Elle avait un taux à 9. Alors, 9 quoi, je ne sais pas. Je vous avoue que dans le reportage que j'ai regardé, il disait 9, mais sans préciser si c'était des grammes ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça va quand même vous donner une idée. Elle avait un taux à 9, et il faut savoir que quand on prend de la cocaïne, un taux à 2, c'est déjà dangereux, et un taux à 5, c'est létal. Donc elle avait quasiment 2 fois la dose létale dans le sang. Donc, qui ferait ça volontairement ? Là encore, on est sûr et certain qu'il s'agit d'un meurtre, même si vous allez voir qu'à l'époque, ça n'a pas forcément été considéré comme un meurtre, mais personne ne ferait ça volontairement. Surtout que la cocaïne qui a été retrouvée dans son sang est de la cocaïne pure à 90% environ. C'est énorme. Si comme moi vous n'y connaissez rien en drogue, sachez que la cocaïne qui est distribuée dans les rues, qui est vendue, est coupée. Donc les trafiquants récupèrent de la cocaïne pure, ils la coupent ensuite avec d'autres produits, d'autres substances, et elle est vendue aux clients avec une pureté aux alentours de 30%. Là, on est à 90, même plus de 90. C'est vraiment entre 85 et 98%, pour vous donner un ordre d'idée, la cocaïne qui a été retrouvée dans le corps de toutes ces femmes. Donc vraiment, c'est énorme. C'est de la cocaïne qui, du coup, est très violente. Vous avez sûrement déjà entendu parler des mules. Vous savez, ce sont ces gens qui acceptent de transporter de la drogue dans leur corps
par exemple, pour prendre l'avion avec la drogue sans qu'elle soit détectée. Donc, soit ils vont l'enfoncer dans leurs orifices, dans des sachets, la drogue est protégée. Soit ils vont avaler les petits ballots pour que ça aille dans leur estomac. Enfin, vous voyez. Le but, c'est de réussir à transporter cette drogue sans se faire choper. Et parfois, il arrive, c'est quelque chose de très dangereux, donc il arrive qu'un ballot de drogue, je ne sais pas si on appelle ça un ballot, mais vous voyez un petit ballotin de drogue là, parfois ça peut exploser, ça peut éclater, ça peut se rompre, surtout dans l'estomac, c'est une zone qui est très acide. Donc voilà, il y a quand même un gros risque que ça explose. Et s'il y en a un qui explose, eh bien la mule meurt en général, c'est très dangereux. Et là finalement, c'est un peu la même chose qui est arrivée à ces femmes-là, puisqu'on leur a inséré cette espèce de ballotin de cocaïne dans le vagin contre leur gré, dans le but très clairement de les tuer. D'ailleurs, on voit distinctement Georges sur les caméras de surveillance devant la maison close, entrer en compagnie d'Arlienne, puis ressortir 1 heure plus tard, seul, avec l'air un peu pressé, et il est directement monté dans sa voiture et parti. À l'époque, il avait bien été identifié, mais il n'avait pas été inquiété pour ce meurtre. Tout simplement parce qu'on a considéré qu'il s'agissait d'une mort par overdose, qu'en tant que prostituée, il était fort probable qu'Arlienne ait pris cette drogue volontairement, encore une fois, mais qui fait ça ? Mais bref. En tout cas, voilà, ça a été classé et il n'a même pas été inquiété pour le fait qu'il avait laissé Arlienne mourir comme ça, parce que bien évidemment, il aurait pu être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. La deuxième victime de Georges n'ayant pas survécu s'appelle Lady Marcela Vargas et elle est d'origine colombienne, comme Georges, et elle a connu vraiment une vie de galère. Lady est orpheline depuis l'enfance, elle a perdu ses parents très tôt et sa seule famille, c'est sa tante qui l'a élevée ainsi qu'une demi-sœur. Elle a 2 jeunes enfants qu'elle est contrainte d'élever seule puisque le papa n'est pas présent dans leur vie. Et elle a un salaire de coiffeuse qui est un tout petit salaire qui ne lui permet même pas de se loger. Elle est contrainte de rester vivre chez sa tante. Donc une vie vraiment compliquée qui ne la satisfait pas. Elle a très peur pour l'avenir de ses enfants. Elle a envie que ses enfants soient heureux. Elle a envie de pouvoir leur offrir la vie qu'elle n'a pas eue. Elle a envie de pouvoir leur payer une grande école, qu'ils fassent de longues études, qu'ils deviennent ce qu'ils ont envie d'être. Et pour cela, elle prend une décision terrible, une décision très difficile qui est celle de laisser ses enfants en Colombie et de partir en Espagne dans le but de faire de l'argent et de revenir avec assez d'argent pour s'occuper de ses enfants de manière un peu plus décente. Elle donne très peu d'informations à ce sujet à ses proches. Elle leur dit tout simplement qu'elle a eu une opportunité en or, qu'une femme lui a payé son billet d'avion et qu'elle compte partir pour 1 an. Donc elle signe un document par rapport à ses enfants pour dire qu'elle reviendra s'en occuper dans 1 an, pour pas qu'ils soient considérés comme abandonnés, vous voyez, et elle part. Donc ses proches n'ont plus vraiment de nouvelles une fois qu'elle est en Espagne, et le 15 juin 2019, elle est retrouvée morte dans sa chambre par sa colocataire, qui l'a découverte entièrement nue, avec de la mousse autour des lèvres. Elle a prévenu les secours, malheureusement, il était trop tard, Lady était déjà décédée. La famille de Lady est informée de sa mort, bien sûr, on leur explique qu'elle est morte d'une overdose. Ils trouvent ça un peu suspect, mais ce sont des personnes qui n'ont pas de moyens financiers, qui vivent à l'autre bout du monde, qui n'ont pas la possibilité de se rendre en Espagne. Donc ils se sentent vraiment démunis par rapport à cette situation. Ils n'ont pas les moyens d'engager un avocat et d'essayer de faire approfondir l'enquête. Donc ils sont obligés de se contenter de ce qu'on leur raconte. Et la seule chose que la tante de Lady va faire, c'est demander à ce que les cendres de Lady lui soient envoyées pour pouvoir l'enterrer en Colombie, près de sa famille, près de ses enfants. Ça a été accepté par l'ambassade, donc elle a reçu les cendres de Lady, et voilà, c'en est resté là. Encore une fois, Lady, c'était une prostituée, donc ça n'intéressait pas trop la police. Ils se sont dit qu'elle avait pris de la drogue, elle est morte, voilà. Ils n'ont pas cherché plus loin. Et finalement, la famille de Lady a appris qu'elle se prostituait avec la médiatisation de l'affaire Marta Calvo. Ils n'étaient même pas au courant. Mais finalement, la police s'est enfin intéressée à elle avec l'affaire Marta Calvo, et ils ont découvert qu'elle avait
été tué par George, c'est sûr et certain, puisqu'ils ont trouvé l'ADN de George partout dans la chambre, donc sur la table de chevet, dans un préservatif usagé qui avait été laissé sur place, sous les ongles de Lady. Et ils ont également retrouvé sur place à l'époque le téléphone de George, puisque dans la précipitation, il s'était trompé, il avait emporté le téléphone de Lady avec lui et laissé son téléphone. Et les policiers, en lisant les messages WhatsApp échangés entre Lady et George, ont vu qu'effectivement, il y avait bien un rendez-vous de planifié entre eux et il était question d'une fiesta blanca. Le corps de Martha n'a jamais été retrouvé. Les policiers ont mis des moyens en œuvre, ils ont cherché, ils ont fait comme ils pouvaient pour essayer de la retrouver, mais à ce jour, en 2025, on ne sait toujours pas où se trouve Martha. Cependant, ça n'a pas empêché le procureur de décréter que George était probablement coupable de meurtre et donc de l'envoyer au tribunal. Son procès a eu lieu en juillet 2022 et face à lui, les 8 survivantes, même si l'une d'entre elles s'est désistée au cours du procès car c'était trop difficile pour elle de revivre son cauchemar, et bien sûr Marisol, la maman de Martha, qui compte bien en découdre avec lui, et il est bien sûr jugé également pour les meurtres d'Arlene et Lady. Ce n'est pas si évident que ça d'établir la culpabilité de George, ce n'est pas si évident que ça qu'il va être condamné, donc c'est un procès qui est très stressant pour Marisol et pour les survivantes, puisque pour prendre encore une fois l'exemple d'Erinia, elle dit qu'elle a participé donc à ce procès dans le simple et unique but d'aider Marisol. Elle voulait finalement qu'il soit condamné, déjà pour éviter qu'il fasse d'autres victimes, mais aussi pour pouvoir justement aider à prouver ce qu'il avait fait, à prouver qu'il y avait véritablement une volonté de tuer Martha et que ce n'était pas un accident comme il l'a raconté parce qu'elle avait peur justement qu'il y ait un acquittement. Mais ça a été extrêmement dur pour elle de devoir faire face à George, de raconter à nouveau ce qu'elle avait vécu, et puis elle a très peur surtout de ne pas être crue et d'être jugée par les jurés puisqu'elle est prostituée et qu'elle a l'habitude que les gens la jugent et ne la respectent pas, ne la prennent pas au sérieux. Elle a très peur également qu'en cas d'acquittement, George se venge, décide de la retrouver et de la tuer. C'est pourquoi il faut vraiment saluer le courage de ces 8 survivantes qui ont eu cette force mentale, qui ont pris sur elles pour venir au tribunal raconter ce qui leur était arrivé, un épisode extrêmement traumatisant. Elles sont beaucoup à avoir cru mourir ce soir-là et elles doivent faire face à leur agresseur en racontant les détails de ce qu'il leur a fait. C'est horrible, c'est extrêmement dur et elles ont eu le courage de faire ça. C'est incroyable et c'est grâce à elles, finalement, qu'on sait que George voulait tuer Martha, qu'il y avait une préméditation. Il ne s'agit pas d'un accident, il s'agit d'un meurtre et en ce qui concerne les survivantes, il s'agit de tentative de meurtre. George, de son côté, nie tout. En ce qui concerne Martha, il donne toujours la même version. Il dit toujours qu'il ne voulait pas la tuer, que c'est simplement un accident, que c'est elle qui a ramené la cocaïne chez lui, qu'ils ont pris de la cocaïne dans le cadre de leur rapport sexuel et qu'elle a fait malheureusement une overdose. Et il dit même cette phrase terrible « Je ne lui ai rien fait de mal, je voulais juste m'amuser. » Je voulais juste m'amuser. C'est une personne absolument détestable, cet homme. Il parle des survivantes en disant que ce sont des menteuses qui sont malveillantes, qui veulent simplement salir son image et il se fait passer pour la victime. Il va même jusqu'à pleurer pendant le procès, oui, il pleure, en disant que lui aussi est un être humain, qu'il a des sentiments, qu'est-ce qui s'est passé avec Martha l'a traumatisé. Il répète qu'il a voulu se donner la mort au moment où il a trouvé son corps, que c'était horrible, que c'est dire à quel point il a souffert de la voir comme ça, toute froide à ses côtés. Enfin bref, vous voyez le genre. Bien sûr, il y a aussi les meurtres de Lady
et Arlienne qui ne vont pas vraiment dans son sens, puisqu'on a retrouvé plein de preuves sur place qu'il était bien impliqué dans leur mort. Mais là encore, ce n'est pas de sa faute, c'est la police qui le déteste, c'est une conspiration. Ils ont placé son ADN sur place, lui ne les connaît pas, il n'a rien à voir là-dedans. C'est assez inhabituel qu'un accusé décide de témoigner lors d'un procès de cette ampleur. Généralement, son avocat lui déconseille fortement de faire ça, voire même lui interdit. Et on comprend pourquoi. Parce que vraiment, mais il s'est tiré une balle dans le pied, cet homme. Vraiment, il nie tout. Il descend les victimes, il leur manque de respect. Et il va même encore plus loin puisqu'il va raconter des détails absolument glauques concernant Martha. Il se met à raconter le démembrement qui, je vous le rappelle, est très probablement fictif avec de nouveau plein de détails. Mais vraiment, il rentre dans des détails hyper glauques. Chaque partie du corps, il explique comment il l'a découpé, etc. Alors que Marisol se trouve dans le tribunal. C'est juste dégueulasse de faire ça, personne ne lui avait demandé de raconter ça, et comme je vous l'ai dit, il passe son temps à se poser comme une victime et à pleurer, et bien sûr tout ça c'est de l'acting, puisque l'expertise psychologique a révélé qu'il était un psychopathe dénué de toute forme d'empathie, et qu'il était également sadique et menteur. Je vais vous passer un extrait de lui au tribunal parce que je pense que c'est important que vous voyez de vos propres yeux quel genre d'homme il est. Vous allez voir qu'il est très détendu, qu'il est en train de parler tranquillement, à l'aise, devant tout le monde au tribunal, alors qu'il est accusé quand même d'être un tueur en série et d'avoir tenté également de tuer plein de femmes qui sont là dans la salle. Mais ça n'a pas l'air de lui faire quoi que ce soit, hein. Il ne ressent clairement aucune émotion. C'est quelqu'un également d'intelligent qui s'exprime bien et un très bon manipulateur, mais je vous laisse voir par vous-même. Usted mató a Arlienne, a Lady Marcela y a Marta Calvo? Absolutamente no. Usted intentó matar a Dayana Milena, No sé quién a es. Irene Sánchez, a María Teresa Rizo, a Sintique, a María del Mar, a Nuria. No reconozco a ninguna de esas personas. Yo no las conozco por el nombre. Y cuando vinieron aquí tampoco las pude ver. Así que, no, para empezar, no sé quiénes son. Bien. Por supuesto que no, pero ¿por qué motivo yo voy a quitarle, o sea, voy a hacerle eso a una mujer? O a un ser humano, es que ya da igual que sea mujer, hombre, yo no... Va en contra de todos mis principios. Vamos o sea, a aquí ver. se me pinte como un monstruo, perdonen ustedes, pero... No, yo no he tenido nunca intención de hacerle daño, ni matar, ni hacerle... causarle ningún agravio a ninguna de las chicas que vienen aquí a denunciar, ni de las chicas que han fallecido, Dios mío. Si yo hubiese sabido que no iba a ser capaz de quitarme la vida, no hubiese movido a Marta de la cama, hubiese llamado a la Guardia Civil y no estaríamos sentados aquí. Pero yo no puedo cambiar el tiempo. Yo no puedo cambiar lo que hice. Pour faire condamner Georges, l'accusation insiste énormément sur le fait qu'en tant que narcotrafiquant, il connaissait très bien la drogue et ses effets, surtout qu'il était vraiment spécialisé dans la cocaïne, donc concrètement, il savait très bien que de la drogue pure, pas coupée et dangereuse, et qu'en plus, en l'insérant en une si grande quantité dans le vagin ou dans l'anus de ses victimes, elles allaient mourir ou en tout cas avoir des séquelles graves. Il le savait pertinemment, donc son but est clair, il voulait tuer ces femmes. C'est impossible que ce soit arrivé par erreur, par accident. La drogue n'a pas non plus été ramenée par ces femmes, elles ne se sont pas insérées ça toutes seules. Sa version des faits n'a aucun sens. Et certes, il y a des femmes qui ont survécu, mais elles ont eu de la chance, puisque normalement, avec une telle dose de cocaïne dans le sang, on meurt. Donc la seule et unique raison pour laquelle elles ont survécu, c'est qu'elles ont été prises en charge rapidement par des équipes médicales. Si personne n'était intervenu, elles seraient décédées. Je vous rappelle que la dose insérée dans le vagin ou dans l'anus de ces femmes était 2 fois supérieure à la dose létale, et des médecins sont venus expliquer au procès donc les effets qu'a cette dose sur le corps. Ils expliquent que le cœur se met à battre à une vitesse phénoménale, avec une puissance phénoménale, ce qui crée un espèce de stress dans tout le corps qui se met en alerte. Il y a une grosse pression artérielle, les vaisseaux se contractent afin d'essayer de réduire le débit de sang qui arrive, et la personne finit par convulser et par tomber dans le coma
avant de mourir. Donc imaginez que pendant que ces femmes sont en train de vivre ça, et sont en train de convulser puis de perdre connaissance, Georges est là à côté, en train de les regarder impassibles, avec un regard glacial. Il ne fait rien pour les aider, au contraire, il regarde ce qui pour lui est un spectacle, et il part ensuite en les laissant là sur place dans cet état. Vraiment, ça vous donne une idée du personnage et d'à quel point c'est quelqu'un d'horrible. En plus aussi, je n'ai pas précisé, au cas où vous n'êtes pas au courant, quand on insère de la drogue dans le vagin ou dans l'anus, c'est pareil pour les médicaments, ce sont des zones très vascularisées, donc la drogue fait effet immédiatement. Elle va tout de suite dans le sang, contrairement aux autres méthodes d'ingestion de la drogue. Par exemple, quand on l'avale, eh bien, ça passe dans l'estomac et ensuite ça va dans le sang. Donc les choses se font petit à petit. C'est un peu plus doux pour le corps, mais dans le vagin, dans l'anus, ça va direct dans le sang, c'est très intense. Ce n'est donc pas un hasard qu'il ait inséré la drogue de cette manière. Ce n'est pas un hasard non plus que Georges vise uniquement des prostituées, des femmes qui, à ses yeux, ne sont que des objets, qui, à ses yeux, à partir du moment où elles acceptent un rapport tarifé, doivent se soumettre à toutes ses volontés, deviennent finalement ses choses, il peut en faire ce qu'il veut, il n'a absolument aucun intérêt pour leur vie et pour elles, il a une haine viscérale des femmes, et plus précisément des femmes qui se prostituent. On ignore ce qui, dans son passé, a pu lui causer cette haine des femmes, mais à la rigueur, peu importe, c'est pas très important. En tout cas, c'est sûr qu'il a cette haine-là, même si lui le nie. Il se fait même quasiment passer pour un féministe lors du procès, c'est aberrant. Georges vise aussi la plupart du temps des femmes isolées, des femmes notamment d'origine étrangère, qui sont venues s'installer en Espagne sans leurs proches, qui se retrouvent ici sans connaître personne. Donc c'est aussi plus facile de viser ces femmes-là en se disant que personne ne va trop s'inquiéter pour elles et ne va essayer d'obtenir justice pour elles. Donc voilà, c'était aussi une stratégie de sa part, c'est évident. D'ailleurs, la police est persuadée qu'il a fait d'autres victimes. On a trouvé 8 survivantes, 3 personnes qui malheureusement sont mortes, mais ils sont persuadés qu'il y a d'autres survivantes et d'autres femmes qui sont mortes. Déjà parce qu'il a contacté plein d'autres femmes. Pour vous dire, le dimanche, juste après la mort de Martha, il avait renvoyé des messages à d'autres prostituées. Donc vraiment, il n'a pas du tout eu d'empathie ou quoi que ce soit, ou d'émotion par rapport à la situation. Il a tout de suite essayé direct de contacter d'autres femmes. D'ailleurs, même au moment où il devait rencontrer Martha, il avait aussi contacté d'autres femmes. Et quand les policiers lui ont demandé pourquoi il avait contacté ces femmes, il a dit que c'était pour avoir un plan à 3 avec Martha et qu'elle était tout à fait d'accord avec ça. Donc encore une fois, une tentative d'humilier Martha et de faire du mal à ses proches. Une autre raison pour laquelle les policiers savent qu'il y a d'autres victimes, c'est que je vous rappelle qu'il est d'origine colombienne. En Colombie, il y a beaucoup de pauvreté, il y a des favelas, donc c'est très facile de pouvoir s'en prendre à des femmes là-bas sans que ça éveille les soupçons. Donc les policiers ont demandé aux policiers colombiens d'enquêter de leur côté, d'essayer de retrouver des victimes. Mais bon, à ce jour... personne d'autre n'a été retrouvé. Les policiers ont essayé de contacter d'autres femmes dont ils ont trouvé le numéro, mais soit elles souhaitaient pas témoigner, soit elles étaient reparties dans leur pays d'origine, soit elles avaient changé de numéro et répondaient pas. Enfin bref, ça a été très compliqué. En fait, comme l'a très justement dit Marisol, la plus grosse erreur qu'ait commise Georges, ça a été de s'en prendre à sa fille. Parce que contrairement aux autres victimes, Martha n'était pas une fille isolée. C'est une fille qui avait tous ses proches en Espagne, qui l'aime énormément, une fille qui avait énormément d'amis, et donc une fille pour laquelle ses proches allaient se battre, c'était sûr et certain. Marisol s'est battue comme une lionne pour obtenir justice. Elle était prête à tout pour faire condamner Georges. Elle n'aurait jamais rien lâché. Et en plus de ça, il a tué Martha chez lui. Les autres victimes étaient mortes chez elle. Donc là encore, une erreur de sa part, puisqu'il y a l'ADN de Martha partout chez lui. Donc c'était assez facile de savoir qu'il était coupable. Il faut savoir que lors du procès, Marisol a regardé Georges droit dans les yeux en livrant son témoignage. Les survivantes ont témoigné d'abord et elle a vu que les pauvres, elles étaient super mal, elles avaient énormément de mal à le regarder, elles livraient leur témoignage, toutes tremblantes, vraiment mal et tout. Donc elle s'est dit, non, je vais pas le laisser s'en sortir comme ça, à voir qu'il a la toute-puissance et qu'il a fait du mal à tout le monde. Non. Elle est arrivée devant lui forte, elle l'a regardé droit dans les yeux, et là, c'est lui qui a baissé les yeux. Et ça, c'est vraiment
quelque chose pour lequel elle est contente puisque elle a pu comme ça défendre la mémoire de sa fille. À l'issue du procès, victoire, Jorge Ignacio Palma est reconnu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés et il prend une peine de 159 ans de prison. Mais l'accusation n'est pas satisfaite, ils pensent qu'il pourrait prendre plus, donc ils envoient le dossier à la Cour suprême. La Cour suprême examine le dossier en 2024 et rend un verdict différent. Ils estiment que Georges peut être qualifié officiellement de tueur en série et qu'à ce titre, il mérite la peine maximum possible en Espagne, qui est la réclusion criminelle à perpétuité révisable. Il décide également d'augmenter l'amende qu'il doit verser à la famille de Marta, cette amende s'élevant désormais à 140 000 €. Marisol n'a plus jamais travaillé après la mort de sa fille, tant elle souffre. Elle n'y arrive tout simplement plus. Donc elle consacre en fait tout son temps à sa fille, à essayer de faire des actions en rapport avec sa fille. Donc déjà, elle a monté l'association Marta Calvo, qui est une association qui vient en aide aux familles des victimes de crimes violents, donc finalement comme elle. Donc elle reste à leur côté, elle les soutient comme elle peut, etc. Et elle lutte également pour faire changer certaines lois qui lui ont semblé injustes et qu'elle a découvert finalement au cours de l'affaire. La première chose, c'est par rapport au casier judiciaire de Georges. En fait, elle n'a pas apprécié le fait de savoir que c'était un récidiviste, un gros narcotrafiquant, quelqu'un quand même de dangereux, et qu'on l'a laissé sortir sous caution de prison, et en plus qu'on l'a laissé rester en Espagne alors qu'il était là de manière illégale. Il n'avait pas l'autorisation d'être en Espagne pour une longue durée. Il aurait dû être renvoyé en Colombie. Donc elle, ça la révolte énormément puisque finalement, s'il avait été renvoyé en Colombie, sa fille serait toujours en vie. Et deuxième chose qui la révolte, c'est quelque chose, vous allez voir, qui est très choquant. On découvre donc avec cette affaire que le démembrement d'un corps en Espagne n'est pas considéré comme quelque chose de très grave et que si la personne en question n'est pas responsable de meurtre, mais juste de démembrement, elle ne peut pas prendre plus qu'une amende. Donc en fait, si Georges avait été cru par les policiers qui n'avaient pas réussi à prouver qu'il avait commis un meurtre et qu'il avait simplement avoué le démembrement, comme ça a été le cas finalement quand il s'est présenté à la Guardia Civile, il aurait pu n'écoper que d'une amende et repartir libre. C'est complètement dingue. En fait, ce que Marisol explique, c'est que le fait qu'il ait caché le corps de sa fille et qu'il l'ait démembré, même si on pense qu'il ne l'a pas réellement démembré, mais en tout cas qu'il ait caché le corps de sa fille, c'est ça qui lui a fait le plus mal dans cette histoire, puisque ça dure dans le temps. En fait, aujourd'hui, elle n'a toujours pas récupéré le corps de sa fille, elle en souffre toujours. C'est quelqu'un qui a besoin de se recueillir, vous voyez, d'avoir un lieu pour se recueillir, d'enterrer sa fille. Elle a besoin de ça. Elle aimerait pouvoir offrir des fleurs à sa fille, lui parler, venir sur sa tombe. Vous voyez, je sais que tout le monde fait son deuil à sa façon, mais elle, c'est quelque chose qui est nécessaire. Elle a besoin de voir le corps de Marta. Elle dit que tant qu'elle n'aura pas vu son corps, elle va continuer à souffrir et elle continue d'espérer. Alors oui, elle sait que Marta est morte. Au fond d'elle, elle le sait. Mais elle ne peut pas s'empêcher d'avoir cet espoir tant qu'elle n'a pas vu le corps. Elle continue de se dire sans arrêt « Peut-être que ma fille va toquer à la porte, qu'elle va réapparaître, peut-être que finalement elle n'est pas morte. » Et ça, c'est vraiment terrible pour elle. C'est ce qu'il y a de plus dur. Donc, le fait qu'une personne puisse cacher un corps, le démembrer et n'avoir qu'une amende, elle trouve ça dégueulasse. Elle estime qu'une personne qui démembre un corps, qui cache un corps, devrait avoir une peine de prison à perpétuité. Voilà, pour elle, c'est tout aussi grave que de tuer la personne. En tout cas, les policiers affirment qu'ils ne cesseront jamais de chercher le corps de Marta, mais à ce jour, ils n'ont absolument aucun indice, aucune idée d'où elle puisse se trouver, et ils sont persuadés que Georges a eu de l'aide, qu'il a demandé de l'aide à ses amis criminels pour cacher le corps. Donc voilà, peut-être un jour, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on ne sait pas où est Marta, malheureusement. Sinon, des nouvelles aussi des enfants de Lady, la victime colombienne. Elle avait au moment des faits 2 enfants en bas âge, un garçon de 3 ans et une fille de 5 ans. Et malheureusement, j'ai pas forcément de très très bonnes nouvelles puisque ces enfants ont été séparés. Ils n'ont pas pu grandir ensemble. Ils ont été confiés chacun à un membre de la famille différent. Le garçon est chez la tante donc de Lady et la fille est chez une belle-mère ou quelque chose comme ça.
En tout cas, voilà, ils sont séparés, ils sont pas du tout dans la même ville ni rien, ils ne grandissent pas ensemble. Donc c'est très triste puisqu'on sait que Lady avait fait beaucoup de sacrifices, qu'elle était partie en Espagne pour leur offrir une vie magnifique. Et au final, ces enfants continuent à grandir dans la pauvreté. Ils sont orphelins, ils ont perdu leur maman qui était toute leur vie et ils sont en plus contraints de grandir l'un sans l'autre. Je profite également de cette affaire pour vous demander, s'il vous plaît, de rester respectueux dans les commentaires. Je sais qu'à chaque fois que je parle d'une victime qui a fait quelque chose de moralement pas trop accepté, qui a pris des risques, qui a eu un comportement dangereux, eh bien, il y a toujours des personnes pour venir la juger et pour dire des choses atroces sur elle, comme par exemple qu'elle a bien mérité ce qui lui est arrivé. Là, on parle de femmes qui se prostituaient. J'ai bien conscience que c'est quelque chose qui peut choquer les gens, mais voilà, ces femmes, ne vous en déplaise, n'ont fait de mal à personne et elles ne méritaient absolument pas ce qui leur est arrivé. Donc je vous demande s'il vous plaît de garder votre haine pour le tueur en série abominable qui leur a fait du mal plutôt que de venir les juger, même si voilà, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'elles faisaient de leur vie. Mais voilà, les insulter ou leur manquer de respect, c'est pas nécessaire, ça va servir à rien. Par contre, on peut bien sûr faire de la prévention, je vais d'ailleurs en faire un petit peu. Bien sûr, il faut toujours essayer quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, de rencontrer cette personne dans un lieu public. Voilà, n'allez pas chez la personne au premier rendez-vous, vous vous mettez en danger, même si la personne a l'air sympathique, il faut éviter de faire ça. Pareil pour ce qu'a fait Marisol, la maman, elle le regrette aujourd'hui, donc je vous en parle. Elle s'est rendue à l'adresse, donc la localisation que sa fille lui avait envoyée, toute seule, sans prévenir personne. Ne faites jamais ça, ne vous rendez jamais dans un endroit douteux sans envoyer votre localisation à vos proches et sans y aller accompagné avec quelqu'un. Voilà, c'est tout. Si vous avez des choses à rajouter sur la prévention, faites-le dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais c'est la fin de cette histoire pour ma part. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à booster la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.